Alors, on va commencer tout de suite parce que je sais qu'on n'a pas plus de 40-45 minutes. Donc, toutes ces leçons, je vais vous montrer un petit peu dans les contextes de mon histoire. Alors, tout a commencé vraiment pour moi en 2001 quand je suis parti en Erasmus en Italie. J'ai passé 5 mois en Italie. Je, je croyais que c'est vraiment génial. J'étais un jeune étudiant. Je pouvais passer le temps dans un pays très beau. C'était pas vraiment seulement euh, les études qui m'ont engagé, mais plutôt la vie d'un étudiant dans la groupe internationale. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est que moi, j'étais sûr que c'est quelque chose de génial, ce qui me passe, ce qui m'arrive. J'étais en Italie, c'était fantastique. Mais je rencontrais plein des étudiants auquel c'était juste une étape. Il arrivait des États-Unis, il passait quelques années en Koweït, en Asie, il venait en Italie, passait 5 mois avec moi. Et bien après, ils avaient des autres projets, partir en Amérique du Sud. Et ils étaient vraiment en pleine, je dirais, vitesse de la vie. Donc, c'était une très grande différence de comment moi je voyais mon période d'être en Italie et eux dans leur vie internationale. C'était vraiment la leçon qui est restée avec moi de toujours viser haut parce que j'ai vu que si on demande beaucoup, aussi on peut espérer, on peut planifier, on tirer beaucoup de la vie. Et ça restait avec moi. Donc, je suis revenu d'Italie avec plein de projets dans ma tête, avec la grande volonté de développer aussi notre société à l'international. Et notre société, bon, notre société, c'était une société toute petite, Leaderlang Technical Translation, c'était une agence de traduction. Mon père, en fait, était le traducteur et il rendait le service aux autres agences de traduction. Donc, c'était juste une toute petite bureau. Mais moi, je suis revenu, j'ai décidé à joindre les forces avec mon père et j'ai dit, on doit développer la société. On a commencé à engager le personnel et vraiment s'organiser en tant que une agence de traduction professionnelle. La grande leçon de mon père était qu'on s'est demandé vraiment où est-ce qu'on va apporter la plus grande valeur pour le marché. Tout de suite, on a compris que c'est pas en Pologne, le pays dont je proviens, mais c'était des pays de l'Europe occidentale, de Scandinavie, des États-Unis. Donc tout de suite, on a commencé à se positionner en tant que partenaire régional pour les agences de traduction. On s'occupait des langues d'Europe centrale et occidentale. Et on les vendait à l'Ouest et aux États-Unis, ce qui nous a permis vraiment de travailler avec des tarifs qui étaient beaucoup plus élevés de ceux qui étaient présents en Pologne. Et en fait, presque tout notre revenu venait de l'étranger, ce qui était génial. On s'est développé très rapidement et toujours on était sur cette focus de chercher le marché qui, qui donne ou qui voit le plus de valeur dans nos services, ce qui nous vraiment permettait euh, de aussi garantir des revenus et des marges très bonnes, très hautes. Tout de suite, on a aussi compris que il faut se rendre visible. Donc, on était invité en fait à une conférence d'une association italienne. C'était juste après que je suis revenu d'Italie, de mes études. On est parti là-bas. Moi, j'étais encore très jeune. J'avais l'air probablement d'avoir 15 ans. Mais quand même, j'avais cette idée de présenter ou d'offrir quelques présentations déjà aux entreprises italiennes. Et j'avais quelques idées sur les sujets qui pouvaient être intéressants à notre audience. Et notamment, je me suis dit que je vais présenter comment nous, en tant que société polonaise, on aide aux autres entreprises de traduction de fournir les langues qui sont pas évidentes, qui sont pas faciles pour elles, donc polonais, slovaque, tchèque, russe, ukrainien. Donc, toutes ces langues qui étaient pas évidentes à gérer pour nos collègues de l'Ouest.
Et ça les a permis de développer ce type de langue aussi par rapport à leurs clients. Et ici, j'ai vraiment compris que même si j'étais jeune, euh, on était une agence petite, mais jusqu'au moment où je parlais avec mes clients, avec les prospects, du sujet eux-mêmes ou bien leurs concurrents, donc les autres agences de traduction, ils étaient tous intéressés. Ils voulaient vraiment parler avec moi parce que moi, en fait, je ne me suis pas concentré autant sur nous en tant qu'une agence, mais sur comment on aide aux autres de réaliser leur but professionnel ou commercial. Donc, ça a resté en fait avec moi. Après, c'était confirmé pendant plusieurs de formations en vente. Aussi, ça, je répète maintenant à beaucoup de mes clients, à beaucoup de, équipes de vente. Quand vous parlez avec des clients, parlez soit de vos clients, soit de leurs concurrents. Comme ça, ils vont être intéressés. Ils vont vouloir parler avec vous parce qu'ils apprennent quelque chose ou bien ils, euh, ils sont contents que vous êtes intéressé d'eux-mêmes, ce qui vraiment donne un bon euh, début de chaque conversation et peut se conclure dans la coopération ou bien la possibilité de coopération. Donc, c'était toujours mon sujet avec les clients que j'ai rencontrés et ça marchait très bien. J'aime bien aussi cette notion d'obscurité. On dit que l'obscurité, c'est notre plus grand problème. Il s'agit d'être pas visible, d'être pas connu. Alors, notre plus grand problème n'est pas qu'on a un pas bon service ou bien, je ne sais pas, que les tarifs sont hauts. Non, le problème est qu'il y a très peu de clients, très peu des agences qui nous connaissent, qui savent de nous. Alors, il faut vraiment se battre contre l'obscurité, contre n'être pas connu. Et il faut sûrement aller sur le marché et vendre. Euh, et c'est en fait quelque chose que je vois particulièrement important maintenant. Aussi, quand j'entends qu'il y a des agences qui ont un peu ralenti ou bien qui trouvent du mal à se développer, il faut vendre. Il y a plein des agences de traduction qui n'ont pas de service de vente. Il y a même beaucoup des agences de traduction qui n'ont pas les services de gestion client, alors account management. Euh, et en fait, quand je vous dis déjà quels sont les sujets qui sont intéressants pour nos clients, pour nos prospects, alors eux-mêmes et leurs concurrents, alors dans les façons dans lesquelles on parle avec les clients, on peut se différencier déjà, on peut se rendre intéressant. Mais vu maintenant mes observations par rapport à comment se comportent les agences de traduction, je vois que même le fait de vendre activement, d'aller sur le marché, chercher de nouveaux contacts, commencer la discussion, même cette fait aujourd'hui peut vous rendre différent des autres, peut vous différencier. Alors, vendez, organiser les équipes, commencer toujours avec account management. On va en parler encore plus tard. Il y a une bonne information, en fait. Je sais que c'est difficile de vendre. Quand moi, je m'en ai occupé dans mes entreprises, mon expérience était que plus ou moins 90-95% des personnes que je rencontre, ils ne sont pas intéressés de parler avec moi au début. Et la façon dans laquelle je parle avec ces personnes me rendait possible de changer ces 95 pas intéressés, de les transformer en 3-5 minutes vers encore 80% des intéressés. Alors, c'est incroyable comment les façons dans lesquelles on parle, dans lesquelles on engage les clientèles dans la conversation, peut totalement changer notre expérience de la vente. Alors, ça vaut la peine de former nos équipes, ça vaut la peine de réfléchir un petit peu, qu'est-ce qu'on veut dire, de quoi est-ce qu'on veut parler. C'est sûrement pas les informations qu'on rend un service fantastique, que la qualité est bonne, les prix sont bas.
on s'en fout de ça. Franchement, les clients, ils sont pas intéressés d'entendre ça. Ils sont vraiment intéressés de parler avec quelqu'un qui s'intéresse à eux. Euh, Puis, la question des qualités et les tarifs, c'est quelque chose qui va venir plus tard. Quand on sait déjà de quoi il s'agit dans la situation des clients, qu'est-ce qui est important pour eux, ça va sûrement définir les objets de nos conversations plus tard. En 2008, on a eu cette idée, vu qu'on a développé notre société déjà pas mal, qu'on a besoin de systèmes, de logiciels pour organiser notre travail, pour organiser les projets, organiser, peut-être automatiser un jour aussi la gestion des projets. Euh, et c'est comme ça que j'ai inventé XTRF. Probablement, vous avez entendu parler de ce système. D'abord, on l'appelait Trophy. Ça venait de Translation Office. C'était vraiment très difficile pour nous de trouver le nom pour cette société, pour ce programme, pour ce système, parce que chaque idée de nom qu'on avait était critiquée par un ou l'autre de nos collègues qui venaient de plusieurs pays européens. Donc, chacun disait que dans leur langue, le nom qu'on a inventé euh, pouvait avoir des connotations pas trop correctes, ou pas très bonnes, pas trop positives. Donc, à la fin, on savait vraiment pas quoi choisir. Donc, Trophy, c'était pas le nom non plus, même si je l'aimais très bien. Euh, J'étais plusieurs fois demandé comment est-ce qu'on a inventé XTRF. Donc, l'histoire qui est pas vraie. Euh, Je répondais que XTRF, ça veut dire Extremely Trustful, Reliable and Friendly. Mais ça, j'ai vraiment inventé pour les besoins de cette conversation. La vraie histoire est que dans la situation où on ne pouvait pas se décider pour le nom, on a pris Trophy, on a coupé O et I. Donc, on est resté avec TRF et on s'est dit qu'on va mettre X soit au début, soit à la fin. Donc, on a mis au début et c'est comme ça que le nom de XTRF était né. Donc, c'était assez étonnant. Mais quand même, l'histoire le début de XTRF porte une leçon très, très importante aussi aujourd'hui parce qu'on a partagé cette idée de créer, de développer les systèmes euh, pendant la réunion d'une groupe Eulogia. C'est une groupe euh, qui est une groupe je crois, 20 agences de traduction. Il y a une agent par chaque langue de l'Union européenne. Nous, on était invités pour représenter polonais. Donc, il y avait, je crois, 20 agences de partout dans l'Europe. Ils étaient tous très enthousiastes de notre idée de développer ce système. Donc, c'était ça qui m'a vraiment fait croire que pas seulement on a trouvé une très bonne niche, c'est une super idée de développer ce produit parce que tout le monde veut l'acheter, mais aussi leur enthousiasme m'a permis de croire qu'ils vont être les early adopters, donc les premiers adoptants, les premiers clients qui vont pas seulement adopter les systèmes très tôt, mais ils vont aussi nous aider financièrement. En achetant la licence, on va avoir des sous pour développer les systèmes. Et je pouvais pas être vraiment euh, plus, comment on dit, en tort. Personne n'a acheté les systèmes, même s'ils étaient très enthousiastes. Personne nous a donné de sous. Alors, notre agence de traduction devait plus ou moins investir tous les profits pour développer les systèmes. Et alors, j'ai compris après qu'il y a une très longue distance entre les clients qui disent être intéressés et les clients payants. C'est une leçon qui est très importante quand je travaille aujourd'hui avec des équipes de vente. Ils sont normalement assez inclinés à être enthousiastes de leur pipeline, de leurs clients qu'ils voient dans leur liste de clients potentiels, les projets potentiels. Cet enthousiasme ne produit pas normalement autant de revenus, autant de projets qu'on y croit au début. Donc, il faut être vraiment raisonnable. Il faut rester plutôt calme, plutôt froid en évaluant le pipeline qu'on a dans notre société. Et sûrement, il faut suivre cette pipeline, l'évolution de semaine à semaine, pour comprendre si effectivement il y a quelque chose qui bouge, qu'il y a quelque chose qui avance, qui nous permet de croire qu'on va vendre à la fin, ou bien ces clients vont vraiment rester
un prospect intéressé. Je peux vous dire que quelques années plus tard, la grande majorité des Eulogia utilisaient et utilisent toujours le système XTRF. Donc, ils sont devenus nos clients, mais c'était plusieurs années plus tard, quand notre situation financière était déjà beaucoup meilleure, était différente, le système aussi, donc c'était un autre monde pour moi. Mais on a commencé quand même à vendre le système sous le nom de Lidolang. Donc, Lidolang était une agence de traduction. XTRF était le nom des produits, mais quand même, on les vendait en tant que Lidolang. Ce qui a, je crois, désorienté le marché totalement. Donc, les clients ne savaient pas si on est maintenant une agence de traduction, si on a un groupe technologique, si peut-être on n'est pas en concurrence avec nos clients d'XTRF, parce que quand même, XTRF était vendu aux agences de traduction par une agence de traduction. Donc, ça a créé vraiment une situation un peu bizarre et pas vraiment correctement compris par le marché. Aussi, les employés étaient désorientés. C'était plutôt terrible. Et de l'autre côté, si je vois nos capacités de contrôler les finances et contrôler ou comprendre où sont les revenus, où sont vraiment les coûts, où sont les profits, comment est-ce qu'on peut les gérer. C'était assez mauvais, c'était pas visible du tout. Donc, cette situation m'a vraiment appris deux choses. Une chose, il faut décider qu'est-ce qu'on veut vraiment communiquer au marché et rendre cette information claire, évidente, facile à comprendre pour tout le monde, les clients, les employés, les partenaires. Et de l'autre côté, contrôler les finances est très important. Garder l'ordre dans vos finances est très important. Si on a l'impression que quelque chose ne va pas, peut-être c'est pas toute la société qui ne va pas, c'est peut-être pas tous les marchés où on travaille qui ne vont pas bien. Peut-être il y a une particulière, une industrie particulière qui ne rend pas la rentabilité qu'on voulait voir. Ou peut-être il y a une certaine type d'offre qui n'est pas rentable. Alors, si on changeait un petit peu les produits, ce qu'on offre, on pouvait aussi améliorer la situation. Donc, ça vaut la peine de mettre ordre dans vos finances et aussi, on dirait, partager votre société ou voir la société euh, par rapport aux industries, aux vos offres et analyser les finances dans chaque de ces intersections pour comprendre un peu mieux où est-ce qu'il est vraiment les valeurs, où est-ce qu'il est les problèmes, peut-être. Dans les années 2008-2013, on luttait pour l'air quand j'écris ici, parce on était toujours dans la situation financière assez faible. Développer une société technologique, ça coûte cher. Donc, bien évidemment, on prenait tous les profits de l'Idolang, on les investissait chez XTRF, vers XTRF, mais en même temps, bien évidemment, on avait besoin de plus de fonds. Donc, on vendait, on voulait vendre le plus de possible. On participait à des conférences, à des salons. On a fait plein de choses qui n'étaient pas très raisonnables, qui ne portaient pas trop de résultats positifs. Et ça m'a appris aussi beaucoup au niveau de comment est-ce qu'on pense stratégiquement de notre stratégie de vente, de notre développement de la société. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Et j'entends ça encore aujourd'hui, très souvent quand je parle avec mes clients à qui j'aide maintenant, qui je suis consultant, que le but est de vendre le plus possible. Bon, c'est pas vraiment la stratégie, non? La stratégie, pour moi, c'est une décision. Combien on va vendre, à qui, de quel type de produits. Bien évidemment, ce sont des prévisions, parce qu'on ne sait pas. Comme disait un philosophe, prévoir l'avenir est assez difficile parce que ça concerne l'avenir. Mais quand même, stratégie, budget, c'est toujours un certain plan qui ont construit sur la base de ça qu'on sait par rapport à marché, par rapport à nos capacités dans les moments de construction, de définition de cette stratégie et de ces plans. Avec le temps qui passe, bien évidemment, on peut changer, on peut modifier ces plans, mais il est important
de planifier, de savoir où est-ce qu'on pense d'arriver à la fin d'année pour que on soit le moins surpris où est-ce qu'on est à la fin, et pour que ce soit l'endroit où on veut être vraiment à la fin de l'année. Donc, vendre le plus possible, c'est pas une stratégie. Il nous faut une stratégie très correcte. On doit aussi savoir euh, à qui on va vendre quoi et pourquoi ces clients voudraient acheter les produits qu'on imagine. Euh, je commence toujours cette analyse par la compréhension de nos clients présents. Pourquoi les clients que vous avez aujourd'hui achètent déjà vos produits? Dans quelle situation, dans leur business, dans leurs affaires, ils ont besoin de vous? Quel type de projet, de contenu, de service ils demandent? Si vous analysez ça bien, alors il faut vraiment, comme je dis déjà il y a quelques minutes, euh, faire cet effort avec account management, faire cet effort avec le suivi de clients présents pour comprendre euh, ces, euh, comment dire, ces modèles en fait de, de comportement des clients. Parce qu'une fois qu'on comprend cela, ce sera beaucoup plus facile de trouver des clients nouveaux. Parce qu'on voudra juste copier les modèles qu'on a découverts aux clients qui semblent le plus proches, le plus similaires par rapport aux clients qu'on a déjà. Alors, en pensant toujours de la stratégie de vente, moi, je suggère de travailler d'abord avec les clients que vous avez déjà, comprendre bien toutes les raisons de votre coopération et après appliquer ce que vous avez compris aux clients qui sont les plus proches euh, aux clients que vous avez. Et dans cette façon, la vente ne devient euh, pas d'écrit ou bien ne devient pas quelque chose trop difficile, trop général en termes de définition, parce qu'on a bien décidé dans notre stratégie à qui on va aller et proposer quel type de service pour répondre à quel type de demande. Une autre leçon est liée à cette question de technologie. Est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on développe la technologie à nous-mêmes? J'obtenais cette question plein de fois quand j'étais le président d'XTRF. Je parlais avec des clients potentiels et ils réfléchissaient si c'était pas plus facile de développer leur système. La leçon que moi j'ai appris pendant les cours d'année de développement de XTRF était que il n'y a pas un moment où le produit est fini, où on pourrait dire XTRF est prêt, on l'a fait, très bien. On peut couper les cours, on peut commencer à vendre. Il n'y avait jamais ce moment. Il y avait toujours des idées nouvelles, il y avait toujours des besoins, des changements sur le marché qui créent une nécessité de transformation de système, d'adaptation de système à de nouvelles possibilités, d'introduction de nouvelles options. Alors, c'était jamais fini, en fait. Ça coûtait toujours un peu plus cher. Euh, c'est que pour les agences de traduction, pour moi, rend cette décision évidente. Si vous voulez juste construire quelque chose pour vous, probablement, ça sera beaucoup plus cher. Alors il faudra bien, euh, bien identifier les projets que vous avez euh, euh, que vous voulez créer en tant que technologie. Est-ce que c'est vraiment quelque chose euh, qui a les coûts définis et finis, ou bien vous allez être engagé sur la route de développement des produits technologiques qui n'est pas votre marché principal, qui n'est pas votre opération principale. Dans ces cas-là, ce serait sûrement très, très cher et beaucoup plus cher pour être accessible à une agence de traduction, si c'est pas Lionbridge ou je sais pas, Transperfect. Mais même le plus grand agence de traduction, il utilise beaucoup de technologies qu'ils peuvent acheter sur le marché. Il se concentre plutôt sur la orchestration des systèmes, c'est-à-dire sur les façons de connecter les systèmes entre eux pour produire les résultats encore plus fantastiques, encore plus spécifiques, adaptés à leur coopération avec les clients.
De l'autre côté, euh, si on a les coûts qui reviennent et qui grandissent chaque année, euh, c'est très difficile à maintenir ces coûts, à couvrir ces coûts si chaque fois on doit vendre un produit de nouveau à nos clients. Donc, j'ai eu cette idée euh, de revenus récurrents. Je sais qu'avec le service de traduction, c'est peut-être pas très naturel de changer le modèle de, de revenus à partir des revenus par projet vers les revenus par euh, la location d'un service qui est euh, prédéfini avec les clients que vous pouvez mettre dans un contrat et qui oblige ou plus ou moins établisse une relation où le client va commander un certain type au volume de services chaque mois ou chaque année. Ce serait sûrement une situation où votre stabilité financière pourrait être élevée. Ce sera vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, les revenus récurrents sont toujours meilleurs de revenus de une fois. Euh, Moi, j'avais cette chance de lever les fonds d'investissement. On a eu Venture Capital qui a investi dans l'XTRF. Ça me semblait fantastique. J'étais vraiment très, très content. C'était un grand succès. On était un des premières, probablement, boîtes technologiques en Pologne qui a eu un investissement assez important. C'était pas encore marché très développé comme aujourd'hui. Donc, j'étais vraiment très, très content jusqu'à probablement 2 semaines après le contrat. Parce qu'après, la situation n'avait pas l'air si positive. Euh, L'investisseur, ils ont aussi leurs intérêts. Ils jouent leur jeu assez agressif, des cibles très hautes, de vitesse de développement extraordinaire. Ils apportent pas mal de contrôles, ils mettent pas mal de contrôles sur les gérants. C'était pas toujours très facile, c'était plutôt difficile, je dois dire. Donc, cette leçon que je voulais partager avec vous, c'est si jamais vous pensez à changer votre situation financière par un investisseur externe, il faut vraiment bien réfléchir parce que c'est pas donné. C'est pas que des souvenirs très jolis que j'ai avec des investisseurs. Bien évidemment, il y a plusieurs types d'investisseurs. Moi, j'ai aussi investi dans un fonds de venture capital pour comprendre la situation, la vision de cette situation de l'autre côté. Moi, je dirais d'être euh, plutôt attentif ou, euh, comment dire, prudent avec Ouais, cette juste décision. pour rebondir, André, je pense que on a une expression en français, on dit vendre son âme au diable. Tu comprends? Voilà. Ah oui, c'est un peu ça, oui, voilà. Très bien. Très bien. Donc, moi, j'avais l'impression que obtenir l'investissement de venture capital, c'était vraiment un grand succès. Maintenant, je dois dire, non, non. Obtenir les fonds, c'est juste une étape. Un grand succès, c'est de vendre la société où l'investisseur et vous-même, vous obtenez un grand montant de sous et vous êtes tous contents. Mais euh, prendre les fonds, c'est juste une étape. C'est que le début de la route qui peut être plutôt turbulente, je dirais. En 2016, on a vendu Leaderlang. C'était vraiment fantastique. Mon papa voulait se retirer. Il était toujours dans la société. Moi, j'étais toujours engagé en tant que gérant, même quand on a préparé la structure. Donc, je ne devais pas vraiment y travailler à temps plein. J'étais plutôt engagé avec les décisions stratégiques de Leaderlang. Mais on a pris cette décision que c'est un bon moment de vendre Leaderlang pour que moi, je puisse me concentrer sur XTRF. Mon papa voulait se retirer, aller en pension aussi. Donc, euh, vendre une société, c'est pas quelque chose de très difficile, je dirais maintenant. Parce que c'est comme vendre n'importe quel produit, je dirais. Quand on vend quelque chose, on peut seulement le vendre à quelqu'un qui voit le valeur dans ce produit. Donc, on doit vraiment réfléchir à qui notre société porte le valeur. Et où en fait est cette valeur? Parce que c'est pas que chaque acheteur, chaque investisseur, il voit la valeur dans votre société dans la même manière. Parce que naturellement, on dirait que quelqu'un achète la liste des clients, bien évidemment, ou il achète les profits.
Oui, on peut dire ça aussi. Mais peut-être il y a aussi des autres porteurs de valeurs qu'on peut trouver dans votre société. Peut-être il y a une certaine expérience opérationnelle. Peut-être vous avez certaines expériences dans une industrie particulière. Ou bien vous avez une technologie qui est intéressante, ou bien géographiquement, vous êtes positionné dans une façon intéressante pour les futurs clients. Donc, on doit vraiment se poser ces questions. Où est la valeur et pour quel type d'acheteur, pour quel type d'investisseur. Et une fois qu'on a défini ça, on peut vraiment penser à créer une description d'offre, une description de votre euh, entreprise par rapport à un type d'acheteur qu'on a identifié pour que cette présentation, de nouveau, répondait à leurs besoins, à leur intérêt. Quand on inventait l'Idolang, ce n'était pas seulement la liste des clients, c'était sûrement le fait qu'on avait le centre de production à Cracovie, qui était une centre pas trop cher. Bon, ça a changé maintenant, mais on peut dire que les coûts de travail à Cracovie sont encore un peu moins chers par rapport au Paris ou des autres villes ou pays dans l'ouest de l'Europe ou par rapport aux États-Unis, aux Scandinavies. Donc, ils voulaient sûrement acheter aussi une centre de production. À la fin, on était acheté par Seprotec. Seprotec est une des plus grandes agences au monde. Ils sont très forts. Ils sont basés à Madrid. Ils sont aussi très forts en Amérique. Donc, pour eux, c'était très intéressant. Donc, sûrement, euh, si vous comprenez, ou le mieux que vous comprenez, comment est-ce qu'on peut voir les valeurs dans la société, vous pouvez aussi influencer les valeurs de votre société, la valorisation, le taille de la transaction, euh, ce qui est sûrement souhaitable. Alors, André, je t'interromps encore une petite minute. Est-ce que tu t'es fait accompagner sur cette première vente ou est-ce que pas? oui, oui, oui. Oui, je me suis fait accompagner par des consultants financiers. Je crois que c'était une erreur. Je crois que cette démarche au niveau de comprendre le marché était plutôt de mon côté. Donc, de toute façon, c'était à la fin mon travail. Je crois que ça vaut la peine d'être accompagné par quelqu'un qui connaisse le marché. Je crois que ça aide beaucoup parce que moi, en fait, j'ai obtenu, naturellement, j'étais accompagné par le spécialiste de la droit international, de droit de taxation et tout ça. Donc, le studio légal, naturellement, on a besoin, on aura sûrement besoin pendant tout ce processus que vous voyez sur l'écran. Mais au niveau de la compréhension de votre valeur, de la recherche des acheteurs potentiels, je crois que ça vaut la peine de se rendre et parler avec les consultants qui connaissent le marché. Donc, je ne vais pas faire une vraiment promotion de mes services ici, mais sûrement quelqu'un qui connaisse le marché, ça aide les spécialistes dans les transactions M&A qui sont détachés de notre marché, ça apporte une valeur euh, plus petite, je dirais. OK? On va avancer parce que j'ai encore quelques slides. Je voulais euh, finir pas trop tard. La crise de trésorerie. Donc, vous avez vu, on a fait un grand succès avec Lidolang, on l'a vendu, on était tous contents. Et de l'autre côté, chez XTRF, on avait un certain conflit avec les investisseurs. On avait accepté le budget assez agressif, donc on voulait investir dans la croissance. Donc, on avait promis une autre round, ou comment on dit, une autre tâche d'investissement, une autre partie d'investissement. On devait obtenir encore des fonds. Mais les clients m'ont dit à un certain moment, écoute, on va pas le faire. Donc, je me suis trouvé dans une situation où on avait vraiment très peu de sous à la banque. On avait plein de coûts parce qu'on voulait quand même se développer rapidement. Donc, on avait plein de personnel. La vente des systèmes ne couvrait pas tous les coûts parce que quand on développe une boîte technologique, typiquement avec les investisseurs, on dépense beaucoup plus dans la croissance pour que ce soit vraiment très accéléré. Et si alors le cash flow ne permet pas
de soutenir ces niveaux de coûts, on a encore un tour d'investissement. Donc, ça qui n'était pas réalisé, et c'était très difficile parce qu'on se trouvait dans une situation où on n'a pas de sous, on a plein de coûts. Et c'est dramatique. Et on est sans partenaire. Ils m'ont dit, André, c'est toi le CEO, alors invente quelque chose, c'est ton problème. C'était pas trop sympa. Donc, ce que j'ai fait, en fait, on a réduit les coûts, tout qui n'était pas nécessaire, on a coupé. On s'est rendu compte qu'on doit tout de suite revenir à une situation où on est indépendant financièrement des autres fonds de cash. On a licencié 30 personnes le même jour. On était 90, on a licencié 30. C'était le pire jour de ma carrière, sûrement. C'était terrible. J'avais peur de plein de choses. Surtout, je croyais que si je licencie 30 personnes depuis 90, les autres vont suivre. Donc, ça avait pas l'air très bon. À la fin, en fait, personne de ces 60 qui restaient est parti, qui était bien. Les employés qui sont restés avec nous, ils nous aidaient aussi dans une situation, ils acceptaient une certaine plan de, de changement de leur comment est-ce qu'on dit, ce qu'ils gagnent. Donc, on obtenait en fait une sorte de crédit depuis nos employés qu'on prépayait après, je crois, 6 à 12 mois. Donc, de cette situation tragique, on a sûrement tiré pas mal de leçons. Une était, la société typiquement se développe par les crises. Et alors, si on voit la situation un peu critique aujourd'hui sur le marché ou un peu pas stable, on peut quand même utiliser cette leçon ici. S'il y a une crise, typiquement, ça nous invite de réfléchir sur les bases de nos sociétés. Réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait maintenant, sur qu'est-ce qu'on fait vraiment, à qui on porte valeur, lequel type de service ou de client euh, porte le plus de valeur par rapport aux autres. Comment est-ce qu'on devrait se spécialiser, concentrer sur ce qui est vraiment rentable par rapport à tout le reste que peut-être on devrait couper. Ça nous permet vraiment et ça nous invite à analyser la situation, analyser euh, plusieurs coins de notre société, plusieurs choses, plusieurs facteurs que normalement on n'avait pas le temps d'analyser parce que tout allait bien. Donc, quand la situation change, ça nous invite de faire cette analyse. Et moi, je dois dire aussi, je te demandais très souvent, est-ce que c'était difficile de prendre toutes ces décisions? Et moi, je dois dire que non, c'était difficile parce que c'était des décisions assez graves. Mais c'était pas trop difficile parce que je savais qu'on n'a pas le choix. Alors, je savais qu'il n'y a pas beaucoup d'options, et beaucoup de choix différents. C'était en fait la vision très claire pour moi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, ça a été surprenant. Moi, je dirais, la crise aiguise votre vision. C'est quelque chose qui est incroyable parce que ça simplifie autant la décision que c'est quelque chose, bah, je dirais, fantastique, même que les contextes terribles. Et aussi, je dirais, si vous respirez encore, c'est pas encore la fin, c'est sûrement une leçon que j'ai obtenue d'un mentor qui m'a dit, attends, t'es encore pas mort. Concentre-toi, travaille bien, tu vas voir, ça va aller. Et effectivement, ça allait, mais quand même, la gestion des cash flow, c'était probablement quelque chose que je regardais chaque jour, si pas plusieurs fois par jour, au début. Après, c'était mon rapport le plus préféré de chaque matin de lundi. Chaque lundi matin, je voulais obtenir de mon directeur des finances le cash flow, la projection de cash flow pour les semaines d'avenir, sur la base de ça qu'on sait, sur la base des coûts qu'on connaît, sur la base des factures qu'on a produites pour nos clients. Je voulais vraiment être très attentif. Je contrôlais très fortement le cash flow. Euh,
pour créer des cash flows positifs, bien évidemment, on ne devait pas seulement couper les coûts, mais aussi des fonds depuis nos clients. Sûrement, la façon plus rapide et plus facile de générer la vente, c'est de vous rendre à vos clients présents et parler avec eux. Et encore, on revient ici à cette question de account management, de la gestion des clients, de suivi de clients. J'exagère pas si je dis que 80% des sociétés que je connais ne le font pas très bien. On croit souvent que nos project managers, ils le font. Non, non, c'est pas les project managers qui font vraiment le suivi des clients. Ils servent les clients, ils gèrent les projets. Alors, ils sont dans ce mode réactif par rapport à ce qui se passe. La gestion des clients, account management, c'est quelque chose de proactif, où c'est nous qui commençons à contacter les clients, comprendre leur situation, analyser qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à leur situation présente, à leurs besoins. C'est quelque chose qui a sûrement beaucoup à voir avec ce qui se passe sur le marché maintenant. Si vous voyez la réduction des revenus, alors surtout, allez vers vos clients et essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe de leur côté. AI ou Machine Translation va changer la façon dans laquelle on rend le service, mais le plus qu'on comprenne des exigences par rapport à cette situation présentée par les clients, le plus qu'on sera capable de définir peut-être des produits, des offres, des services nouveaux que vous pouvez vendre parce que sûrement les clients, ils ne sont pas capables de gérer toute la technologie et tous les processus liés à la communication multilingue autant bien que vous pouvez le faire. Alors moi, je dirais, il faut vraiment comprendre que nous, on ne travaille pas dans le marché de traduction, on travaille sur le marché des communications multilingues, ce qui veut dire qu'on peut rendre ce service dans plusieurs manières, peut-être en appliquant les technologies modernes, mais surtout en voyant les vrais buts de notre travail, qui est permettre à nos clients de communiquer avec plusieurs marchés pour qu'ils puissent vendre plus de leurs produits ou services ou bien réaliser une autre but commercial qu'ils se sont donnés dans leur business ou organisation. Alors, parlez avec des clients et comprenez ce qui se passe. Surtout que si vous voulez vendre plus, c'est plus facile de vendre à vos clients que vous connaissez déjà que de trouver de nouveaux parce que ça va prendre beaucoup plus de temps. Travailler sur la structure, bien évidemment, c'était important. Moi, en tant que CEO, je voulais préparer aussi l'entreprise à être vendue un jour, mais aussi je voulais pas être engagé dans l'opérationnel. Alors, c'est important de créer cette structure. Une leçon que je voulais partager ici avec vous, quand vous engagez un directeur ou vous nominez un directeur depuis l'équipe que vous avez aujourd'hui, je vois très souvent une erreur qu'on fait qu'on veut aider à une personne, un jeune project manager, de devenir le chef de service de production, par exemple, en lui disant, ne te tracasse pas, si jamais il y a quelque chose, on va t'aider. Non, non, non. Si on veut déléguer quelque chose, alors on veut que c'est cette personne qui devient responsable de cette tâche. Vous êtes là-bas pour être coach, mentor de votre équipe, mais pas de enlever cette responsabilité de cette personne que vous voulez voir en tant que quelqu'un important dans cette structure. Euh, je crois que j'ai encore 3 slides. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, on va un petit peu encore prolonger. Est-ce que c'est bon, analyse? Oui, c'est bon. Rachat de fonds. Alors, 2020, année difficile, hein, de pandémie. C'était quelque chose difficile pour tout le monde. Mais ici, je dois dire, dans les situations difficiles, il y a aussi des opportunités. Pour moi, j'ai vu l'opportunité d'acheter le fonds et de regagner le contrôle de 100% de notre société. C'était pas facile, nos relations étaient assez tendues,
Mais je savais qu'ils ont besoin d'un succès aussi. Ils voulaient organiser un autre fonds d'investissement. Je savais qu'ils avaient très peur de la situation de pandémie, comme tout le monde. J'ai cru qu'alors, s'ils ont peur et en même temps ils ont besoin de succès, ils seront probablement plus flexibles dans la manière dans laquelle on pourrait plus ou moins établir le format, les contrats des rachats de leur part de la société. Euh, Ce qui était clé dans cette situation était les rendez-vous face à face. Je sais que c'était pandémie, mais quand même, je voyageais à Varsovie plein de fois. On s'est rencontré avec la chef des fonds d'investissement, toujours dans un très bon restaurant, face à face, et on parlait de nos limitations, de ça à quoi on peut se permettre, là on peut pas vraiment aller. Et cette position ouverte nous a vraiment permis de réaliser ce contrat. C'était dur, je dois dire. J'ai travaillé très fortement, mais à la fin de l'année 2020, j'ai regagné le contrôle de 100% de notre société. C'était fantastique. J'ai regagné la liberté. C'était, c'était même émouvant, je dirais, parce que on pouvait arrêter la politique qui enlevait autant d'énergie de notre équipe, de nous en tant que gérants. Et sûrement, ces succès, cette liberté nous a permis de se bien concentrer sur le développement et vraiment réaliser encore un grand saut, une grande stratégie de développement avec grande vitesse. Ça marchait très bien. D'ailleurs, je montais quelque chose que j'ai appelé Wise People Board, alors le comité de sages, ou ça, équipe de consultants sages qui pouvaient être autour de moi, à qui je pouvais me rendre avec des questions de business, questions stratégiques. C'est aussi pour ça que maintenant je fais le travail de mentor, de coach à pas mal de CEO, pas mal de gérants, parce que je vois une grande valeur d'avoir quelqu'un qui vous aide avec les questions difficiles, mais aussi qui, par rapport à qui vous devenez un petit peu responsable, parce à chaque prochaine rencontre, ils vont demander est-ce que vous travaillez bien sur la stratégie qu'on a développée ensemble, qu'on a acceptée ensemble, dont on a discuté. Alors, on va vraiment vers ces progrès, c'est très utile. Donc, c'était fantastique. On s'est dit avec mon partenaire en business que pendant 2 ans, on va pas parler d'investissement, des investisseurs, de exit. On va se concentrer sur le développement de notre société. Et c'était vraiment le temps magnifique, bien évidemment. On l'a fait pas mal de publicités et de faits. On était très contents. Donc, après 3 mois, on a reçu 5 offres de rachat de notre société. Donc, même si on s'est dit que pendant 2 ans, on ne veut pas parler avec des investisseurs, après 3 mois, on a eu 5 offres. Mais toute cette démarche professionnelle que je présentais jusqu'au moment nous a vraiment permis d'être clair au niveau de ça, de qu'est-ce qu'on veut, et sûrement de qu'est-ce qu'on veut pas. Et alors, avec cet esprit ouvert de nouveau, cette bien claire idée de où est-ce qu'on peut voir la possibilité de vendre la société, on a commencé la négociation et on a vendu XTRF en 2021. Donc, c'était 9 mois après qu'on l'a racheté. C'était un grand succès parce qu'on l'a vendu à l'évaluation beaucoup plus chère de celle qu'on a utilisée pour racheter les investisseurs. Et ils ont profité aussi parce qu'il y avait quand même dans les contrats une sorte de prime. Si jamais on vendait plus cher, il obtenait un bonus. Donc, ce bonus était bien sympathique pour eux aussi. Je suis sûr que ce bonus nous a permis aussi de un petit peu regagner l'amitié dans dans cette situation parce que ce montant qu'ils ont obtenu a quand même acheté cette amitié un petit peu. Mais bon, on l'a vendu la société, c'était un grand succès. Moi, j'ai commencé à travailler en tant que consultant, mentor, non, mentor, par rapport aux autres entrepreneurs. J'adore faire ça. Donc, ne jamais cesser de croire. Et comme disait Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. Donc, rester affamé, rester fou, c'était vraiment avec moi. La chose qui semblait très difficile, peut-être même pas probable il y a quelques années ou quelques années avant,
c'est réalisé et c'était fantastique. Et je voulais vous laisser avec deux pensées à la fin, deux leçons qui ont vraiment marqué, ou qui ont changé un petit peu, ou bien qui m'ont défini un petit peu dans cette situation. La première était, on a vendu la société le jeudi. On a signé tous les contrats étaient pas mal. Comme je dis, la valuation était assez élevée. Euh, on attendait le versement bancaire, ça n'a pas arrivé le soir, c'est pas venu. On s'est dit, ça va, alors on va quand même signer tous les documents jusqu'à la fin parce que il y a les studios légaux qui nous protègent, il y a tous les documents qui semblent corrects. Je crois qu'on peut croire la situation, allez-y. On a vendu 100% de la société, on n'a pas obtenu le versement bancaire. Vendredi, vous pouvez imaginer, je voyais, je crois, 1000 fois sur les comptes bancaires, il n'y avait rien. Donc, samedi, je faisais la même chose. Dimanche, bien évidemment, les banques ne travaillaient pas. Lundi matin, il n'y avait toujours pas le versement bancaire, toujours pas de sous. Mais la vie continuait, on devait quand même travailler et continuer à rendre les services à nos clients. Mais j'ai eu un appel de notre école, comment est-ce qu'il dit, maternelle. C'est pour les petits-enfants. Petits-enfants. Mon enfant avait 2 ans, ma deuxième fille, elle avait 2 ans. On a eu l'information qu'elle ne va pas trop bien, il faudra la enlever quand même de l'école, aller chez le médecin. Donc on l'a fait, on est allé chez le médecin. J'ai vérifié d'ailleurs s'il n'y a pas de sous dans les banques, il n'y avait toujours pas. Chez le médecin, on a appris que c'est la pneumonie, et donc elle suggérait qu'on aille à l'hôpital. Donc je demandais quand est-ce qu'elle suggère on aille à l'hôpital. Elle a dit immédiatement, elle a 2 ans, vous avez la voiture, vous partez à l'hôpital maintenant. Donc on était assez surpris, c'était plutôt terrible. On était vraiment stressé, on s'est installé dans la voiture, on était sur la route à l'hôpital. Et c'est en ce moment-là que j'ai eu les ping dans dans mon téléphone portable. J'ai vu le versement bancaire. Donc, j'étais sur le chemin à l'hôpital avec mon petit enfant. J'ai obtenu un montant que j'imaginais jamais, qui était plus ou moins quelque chose pour lequel je travaillais 20 ans. Euh, alors, le champagne était au frigo, la fête était préparée, on était sur la route à l'hôpital. C'était stressant, donc euh, j'ai décidé que ce sera moi qui va dormir à l'hôpital cette nuit-là. Euh, et donc, cette photo que vous voyez ici, c'est plus ou moins 11 du soir. Les enfants se sont endormis finalement, parce qu'il y avait quand même pas mal d'enfants. C'était encore la pandémie, donc les hôpitaux étaient pleins. Donc, quand ils ont tous arrêté de pleurer là-bas dans cette salle où on était, je suis sorti, euh, au- vous voyez cette corridor, et j'ai obtenu quelques frites, hamburgers. C'était mon souper de fête. C'était la façon de célébrer la vente de la société. C'était très émouvant parce que je me suis rendu compte qu'il y a quand même des choses très importantes dans la vie. Il y a toujours quelque chose de plus grand. Donc, c'est bien d'avoir le succès financier, c'est bien d'être euh, réalisé professionnellement, mais quand même avec des enfants, la famille en besoin, on est là. Ce qui était plutôt un certain éclair de soleil quand j'étais couché sur le lit avec ma petite fille en la faisant endormir. J'ai vu la marque de ce lit à l'hôpital. Je me suis souvenu que c'était une marque pour laquelle on faisait la traduction il y a 10 ans avant, chez Lidl. Donc, c'était une marque que je connaissais très bien. Donc, c'était une leçon. L'autre leçon était que 2 ou 3 semaines après, j'étais invité à Los Angeles parce que le fonds qui nous a acheté, pardon, le fonds qui nous a acheté, c'était le fonds de Los Angeles. Ils ont organisé un rendez-vous de toutes les équipes de dirigeants de leur portefeuille d'entreprises qu'ils ont acheté. Donc, moi, j'étais invité en tant qu'ex-CEO de la société qu'ils viennent d'acheter. Je crois qu'on était 100 là-bas. C'était une très belle soirée. Vous voyez, il fait très chaud, donc on a eu le souper à l'air ouvert, bien évidemment le vin. Alors, quand ça a commencé, j'ai commencé avec un verre de vin à parler avec un gérant qui était à côté de moi.
Moi, j'étais plutôt fier quand même de ça que j'ai réalisé, une bonne valorisation. J'ai vendu une entreprise, technologie, tout ça, j'étais super fier. Donc, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fait. Il était aussi gérant d'une société de technologie, IT, quelque chose pour les études légaux. J'ai demandé quelle est leur taille, leur valorisation. C'était plus ou moins 50 fois plus haute que la nôtre. Donc, je me suis dit, ah, alors, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Il y a toujours un niveau plus haut, il y a toujours une étape prochaine, il y a toujours un but plus grand qu'on peut se donner. Alors, il faut rester quand même motivé, se concentrer toujours sur comment est-ce qu'on peut apporter les plus grandes valeurs au monde, au marché du travail, au marché de nos clients. Parce que sûrement, il y a toujours une étape plus haut, plus loin. Il y a toujours quelque chose encore à faire. Merci beaucoup.